Ben voilà, je vous propose de commencer du coup directement avec notre premier sujet qui sera donc qu'est-ce qu'une crise et quel est son impact sur le lien social. Et pour en parler, on aura donc deux intervenants que je vous ai présentés rapidement, mais que je vais vous présenter maintenant un peu plus longuement, qui sont donc Jacques Moriot, pour ceux qui ne le connaissent pas. Jacques est sociologue de formation et il est chercheur à l'Institut de sociologie de l'ULB, au centre de recherche Métisses. Donc, il travaille principalement sur les politiques publiques, aide à la jeunesse, santé, aide sociale, etc. Et il travaille actuellement sur la question des disparitions administratives. Il est aussi chargé de recherche au CBCS, qui est le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'organe de coordination du secteur ambulatoire COCOF. Et il travaille dans ce cadre-là principalement sur la question de la réorganisation de l'offre de première ligne sur le territoire de la région bruxelloise. Et enfin, il est aussi coordinateur scientifique avec Martin Wegner de l'UCL du CREBIS. Donc, c'est le centre de recherche de Bruxelles sur les inégalités sociales. Voilà, et donc ça c'est le premier intervenant, mais il y aura aussi Françoise Legros. Donc Françoise, elle est formée à l'intervention psychosociale urgente et à l'intervention systémique, et elle a commencé à explorer la crise, ses impacts et ses enjeux en s'engageant dans le secteur humanitaire pour intervenir donc, auprès des victimes d'incidents critiques. Ensuite, elle a rejoint le secteur de la promotion du bien-être au travail, et donc elle est actuellement elle donne actuellement des sensibilisations et des formations aux personnes professionnelles ou non de l'intervention de crise, et elle est également donc la fondatrice de Crise Alliance. Et je vais donc leur céder à tous les deux la parole maintenant pour une demi-heure d'intervention où ils vont se répondre tous les deux. Donc voilà, il y aura un dialogue entre eux deux. Ah oui, et pour info, Jacques et Françoise, le mot qui est le plus ressorti du nuage de mots, c'était remise en question et stress. Les deux. Voilà, c'est à vous. Merci. Bon, je commence alors. Ça ne m'étonne pas tellement hein, que ce soit remise en question et stress, ça va assez bien ensemble. J'ai noté urgence et fatigue, et là aussi, ça va bien ensemble. Euh, pour commencer, j'aimerais peut-être prendre les 5-10 premières minutes pour donner une définition peut-être un peu globale de ce que c'est une crise à un niveau sociétal, au niveau d'une société entière ou d'un groupe humain constitué. Et donc, simplement pour proposer quelques éléments qui permettraient d'avoir un vocabulaire commun par rapport à ce que c'est qu'une crise. Alors, il me semble que ce qui est assez évident, mais quand même important à mettre en évidence, c'est que le premier point d'une crise, c'est le fait que l'organisation sociale, les institutions, qui d'habitude structurent, définissent la société, l'organisent, ne sont plus en mesure, ne parviennent plus, ni en théorie, c'est-à-dire par le langage, par le sens qu'on donne à la réalité, ni en pratique, par l'action que l'on pose sur cette réalité, à déterminer le cours des événements qui se produisent. Hein, s'il y a bien une définition très basique de ce que c'est qu'une crise, c'est le fait qu'on est à un moment ou l'autre en prise avec de l'inattendu, avec un événement, c'est-à-dire quelque chose qui se produit, qui n'est pas produit par notre volonté, mais qui se produit et qui remet en cause, qui questionne nos façons de penser et nos façons de faire, qu'on pourrait dire routinières, nos façons habituelles de faire. Hein, comme exemple très facile, c'est l'apparition d'effets sur le climat de notre usage des carburants fossiles. C'est le fait que le système politique de représentation a l'air de ne plus correspondre à l'intérêt ou à la volonté des citoyens, ou c'est le fait qu'un virus inconnu jusqu'à présent se propage à une vitesse ultra rapide sur la planète. Deuxième point qui est important, qui va de pair avec ce premier point, c'est que ces événements perturbateurs sont assez puissants que pour nous obliger à repenser et à faire fonctionner autrement l'organisation sociale. Donc, ces événements ne sont pas des petits accidents, ne sont pas des péripéties, ce sont vraiment
des événements massifs qui ont une influence sur l'ensemble de l'organisation. Et donc, ce qui est important dans la puissance de ces événements, c'est qu'ils questionnent la hiérarchie qu'on accepte habituellement sans y réfléchir entre les différents secteurs de la vie sociale, entre les différentes institutions de la vie sociale. Et donc, ça applique, ces événements encore, appliquent de revoir les équilibres ou les liens de hiérarchie, de subordination entre les différents acteurs du social. Par exemple, on peut se demander si au moment où 20 000 espèces animales disparaissent chaque année, la croissance économique est encore la première priorité à prendre en compte pour les décisions politiques. On peut se demander aussi si la question de la représentation est vraiment la bonne question à poser par rapport au fonctionnement d'une démocratie, où on peut aussi se poser des questions en temps de pandémie sur la qualification des activités, lesquelles sont essentielles, lesquelles sont non essentielles par rapport au fonctionnement de la société. C'est donc bien une remise en question de ce qui apporte dans le fonctionnement social. La puissance de ces événements dont je viens de parler, elle questionne autre chose encore, elle questionne le lien qui est fait habituellement et qui, là aussi, est accepté un peu sans y réfléchir. C'est ce qui fait la possibilité de la vie quotidienne. Donc, le lien entre l'ordre social et le choix et les actions individuelles. Donc, au moment d'une crise, ce qui fait crise, ce par quoi elle se manifeste, c'est aussi quand les façons de faire, les habitudes, les équilibres habituels dans le social s'effondrent ou s'affaiblissent. On se retrouve dans des situations où on est chacun, chacune mis dans une obligation de choisir, de décider, d'agir. On a une plus grande capacité d'action, en tout cas, elle est offerte par le fait de l'affaiblissement de certains pans de la société. Mais cette autonomie, c'est aussi, évidemment, on y reviendra sans doute dans les autres interventions, c'est aussi l'augmentation du stress, justement, le fait que toute une série de situations ne peuvent plus être résolues par des façons de faire routinières, par des réponses toutes faites, mais doivent être prises comme des situations nouvelles et donc nécessitent une invention de la part de chacun et chacune d'entre nous. Excusez-moi. Alors, pour le dire, ce que je viens de dire là, on pourrait le dire autrement, on peut dire que la crise, en fait, c'est, si on devait donner une définition vraiment générique de ce que c'est qu'une crise, à un niveau sociétal, la crise, c'est la remise en question des relations. Hein, c'est la mise en question des relations entre différentes parties de la réalité. Il y a des effets non prévus qui apparaissent, il y a des causalités qu'on ne soupçonnait pas, qui ont des conséquences qu'on ne soupçonnait pas non plus. C'est la mise en question des relations entre différentes parties de la société. Les équilibres sociaux sont re-questionnés par ce qui est en train d'arriver. C'est la mise en question des relations entre le social et l'individuel. Le social est moins prescriptif pendant un moment, en tout cas. On l'a vu avec la crise du coronavirus, la prescription du social a été assez massive dans ce cas-ci, mais elle est massive sur certains éléments, elle l'est moins sur d'autres, ou plus du tout sur d'autres. Il y a moyen, par exemple, pendant tout un moment, d'échapper à l'obligation scolaire ou d'échapper à l'obligation liée au travail en fonction justement de la réévaluation de ce qui compte et de ce qui ne compte pas. Et c'est aussi une remise en question des relations entre ce que l'on sait et ce qu'on ignore. Un moment de crise, c'est aussi un moment où on se rend compte qu'on n'a pas assez de connaissances disponibles sur le monde dans lequel on vit. Et donc, là aussi, pour le dire encore autrement, la crise, on peut le dire que c'est un moment de suspension, on pourrait le dire comme ça, même si c'est aussi un moment d'accélération souvent, mais c'est un moment de suspension dans lequel on est obligé de repenser les relations et les hiérarchies, et donc aussi les priorités. Hein. Une priorité, c'est jamais qu'une hiérarchie établie dans le temps. Et une crise, on le voit aussi dans l'image des mots,
qui ont été donnés par l'ensemble des personnes présentes, c'est ce qui favorise une relecture de la structure de la société. Hein, c'est ce qui permet de changer de grille de lecture par rapport au monde dans lequel on vit, et donc de se questionner sur les capacités, par exemple, de ceux qui nous gouvernent, mais aussi de savoir où est réellement le pouvoir de décision. De nouveau, on l'a vu avec cette crise sanitaire, on a vu un transfert massif du pouvoir de décision du politique vers l'expertise scientifique. C'est aussi un moment pour se poser la question de la hiérarchie sociale, donc de savoir qui profite, qui est victime. Donc, une série de questions qui remettent en cause, en fait, l'ensemble des connaissances que l'on a sur la structure de la société. Mais c'est aussi le moment où on se pose des questions sur l'identification et la possibilité de mobiliser les moyens nécessaires à la sortie de crise. Et donc, la crise, c'est aussi ce qui permet de faire émerger de nouvelles façons de voir le monde. On l'a dit, hein, c'est ce fameux monde d'après dont on parlait au tout début de la crise du Covid. Mais c'est un discours et c'est des notions qui ont été assez rapidement, en tout cas qui sont aujourd'hui recouvertes par l'idée qu'on va plutôt revenir à la vie d'avant. Hein, donc on voit aussi qu'il y a des jeux qui se font dans les temporalités et dans les effets que la crise peut avoir sur la façon dont on se détermine par rapport à l'avenir. Mais la crise, c'est aussi ce qui permet de percevoir et d'accepter de nouvelles contraintes comme faisant partie d'un monde nouveau. Hein, c'est par exemple ce port du masque généralisé qui s'est imposé assez rapidement et assez facilement. Alors, je termine, peut-être pour ne pas être trop long par rapport à cette première intervention, simplement en situant la crise par rapport à d'autres situations peut-être, qui permettent aussi de voir ce qui fait la particularité de la crise. Je voudrais la comparer à deux autres mots qu'on utilise de façon plus ou moins courante, la notion de malheur et la notion de catastrophe. Alors, une crise, ce n'est pas simplement un malheur, et une crise, ce n'est pas non plus une catastrophe. La catastrophe, c'est, à mon sens, plutôt synonyme de rupture, mot qui apparaissait aussi dans le nuage de mots. La catastrophe, c'est donc plutôt une rupture parce qu'il y a une accumulation de perturbations, une accumulation de perte d'équilibre. Il y a tellement d'éléments perturbés, tellement d'équilibre, qu'on ne sait plus gérer réellement ce qui arrive, au moins pendant un moment court. On est dans l'incapacité de gérer. Et d'autre part, la structure de l'ordre social, comme il s'établit à ce moment-là, est tellement modifiée qu'on ne revient pas à l'ordre d'avant. C'est par exemple, comme catastrophe, les premiers jours de Fukushima, par exemple, ou les premiers jours de l'ouragan Katrina en Floride. On voit bien que là, on est à un niveau très, très différent de ce qu'on a vécu avec le Covid, qui a été géré quand même au fur et à mesure. C'est, autre exemple vraiment paradigmatique, l'effondrement du bloc soviétique avec la chute du mur de Berlin, où on voit bien que là, l'ensemble du système s'effondre parce que les équilibres qui sont rompus sont innombrables, sont d'une puissance bien trop grande. À l'opposé, à l'autre bout du spectre, il y a la notion de malheur, qui, elle, renvoie évidemment à quelque chose de l'ordre de la souffrance, de l'ordre du mal, mais qui renvoie aussi à, si on parle de gradation, qui renvoie plutôt à la notion d'une péripétie dans le fonctionnement global d'un système. Le système n'est pas affecté en tant que tel. On voit apparaître des parties problématiques, mais c'est absorbé dans le flux du fonctionnement habituel de ce système. On pourrait parler, par exemple, d'un accident de train ou, par exemple, de la faillite d'une usine. OK, individuellement, c'est chaque fois peut-être des catastrophes, mais au niveau du système social, ce ne sont que des péripéties. Et donc, la crise entre les deux, on pourrait dire que c'est une remise en question momentanée d'un fonctionnement ou d'un système social, mais qui ne le transforme pas obligatoirement. C'est-à-dire que les formes de régulation du système peuvent continuer à s'appliquer ou recommencer à s'appliquer après la crise,
C'est ce discours actuel sur le retour à la vie d'avant qui a complètement balayé ces références à la construction d'un monde utopique ou le monde d'après. Et on voit bien que cette crise, donc, c'est quelque chose qui est de fait entre deux éléments qui peut basculer vers une révolution, vers un changement de système, mais ça n'arrive pas euh, toujours, ça arrive même relativement rarement. Et je voulais juste terminer par un exemple que les plus âgés d'entre vous connaissent. Ben, c'est l'affaire du trou en Belgique, hein, euh, qui, euh, qui est vraiment l'exemple de cette structuration entre malheur, crise et catastrophe, puisque l'affaire du trou, ça part en fait d'un malheur individuel, euh, donc l'enlèvement de ces enfants par Dutroux. Malheur individuel qui se transforme en crise en fait par l'action des parents, hein, qui arrivent à faire de ce malheur individuel en fait la conséquence d'un mauvais fonctionnement de la police et de la gendarmerie et qui met en évidence leur incapacité à assurer la sécurité des plus faibles d'entre nous, et qui s'approche de la catastrophe, en tout cas pour le système social, avec la marche blanche, quand c'est un phénomène inédit en Belgique, 1 million de personnes se rassemblent à Bruxelles pour réclamer euh, une transformation massive du système social. Mais là, on voit bien justement que la catastrophe n'arrive pas, en tout cas la catastrophe, si on pense en termes de système, n'arrive pas parce que, voilà, il y a un jeu d'acteurs de la part du gouvernement, de Dehaene à l'époque, qui arrive à contrecarrer en quelque sorte une série de demandes qui sont portées par cette marche blanche. Mais je pense que cet exemple montre bien cette structuration de différents éléments et la façon dont la crise est en quelque sorte un niveau intermédiaire entre d'autres niveaux désagréables à vivre que peuvent être le malheur et la catastrophe. Voilà, j'arrête là pour cette première intervention qui a déjà été un peu trop longue, je pense. Est-ce qu'il y a un temps de questions-réponses peut-être avant que j'enchaîne sur cette première partie de présentation? On n'a pas vu de questions spécifiques dans le chat, à part une remarque sur la notion de validisme. Jacques, on se demandait quelqu'un demandait si tu la connaissais, mais sinon, il n'y a pas eu d'autres questions. Voilà, c'était plus une remarque, on indique. Donc, je pense que tu peux continuer, Françoise, mais n'hésitez vraiment pas pour les autres à poser vos questions et on les reprendra à la fin à chaque fois à la fin des interventions de Jacques et Françoise. Donc. Est-ce que quelqu'un veut bien réafficher le nuage de mots un instant, s'il vous plaît? Il arrive. Voilà, merci. Alors, moi, je vais vous donner ici quelques repères issus de la psychologie de crise. Et quand je regarde ce nuage de mots, ce qui m'apparaît, et c'est une première notion ici qu'on retire depuis la psychologie de crise, quand vous regardez ces mots, la plupart des mots parlent de la crise en elle-même, qui est en fait ce qui va suivre la survenue d'un événement. Très peu de mots, il y en a quelques-uns, citent l'événement qui va pouvoir déclencher cette crise. On a par exemple, je vois explosion, j'ai vu décès, mutation, licenciement. Donc là, ce seraient les quelques mots qui sont du côté des événements possibles et les autres mots qui sortent de manière prédominante, c'est au niveau de l'impact, au niveau de ce qui va se vivre pendant cette crise. Voilà, alors je vais à mon tour essayer de vous partager ici mon écran. Bien, alors, au niveau de la psychologie de crise, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est de faire cette distinction entre la crise, entre l'événement et la crise qu'il va générer. Alors, je n'arrive pas à voir si j'ai bien réussi à partager mon écran. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, je clique dessus, je fais Share. OK.
Ça ne va pas mieux? J'ai toujours la même remarque qui m'apparaît. Zut. Bon. Excusez-moi. J'aurais voulu peut-être, Clara, j'ai justement envoyé le PowerPoint juste avant, peut-être mettre le slide 4 où on voit une balance entre les ressources et les besoins. Je vais commencer par ça. Je vais essayer de le partager. Oui, super. Donc, au niveau de la psychologie de crise, il y a vraiment cet apport-là, l'intérêt de distinguer l'événement de la crise qu'il va générer. Et en fait, l'apport de cette distinction nous permet de nous positionner depuis une logique préventive pour aborder les crises. Tel que l'a dit Jacques, la crise, c'est quelque chose qui va être imprévu. Les impacts de la crise, on ne peut pas les prévoir. On est dans un moment où les repères habituels du quotidien sont invalidés par la crise. C'est un moment de chaos, un moment où on va avoir besoin de retrouver un nouvel équilibre. Et le fait de pouvoir anticiper et donc de se positionner dans une logique préventive, on le comprend, peut avoir tout son sens. Si on part de la définition qu'on va retrouver dans un dictionnaire comme Larousse, la définition du mot événement, Jacques l'a cité, on est dans l'idée de tout ce qui peut arriver dans la vie d'un individu et qui est capable de modifier la perception de sa réalité. Maintenant, dans nos vies, on vit une série d'événements de manière assez fréquente, mais tous les événements ne provoquent pas des crises. Et donc, il est intéressant de comprendre qu'est-ce qui va faire alors que certains événements vont susciter ces crises. C'est le schéma qui va apparaître ici prochainement à l'écran. Pour qu'il y ait crise, en fait, le vécu de crise, du point de vue psychologique, résulte du vécu d'une part, on a l'événement et les besoins qu'il va générer chez les personnes touchées et les systèmes touchés, et d'autre part, on a l'impact de cet événement sur les ressources qu'ont les personnes et les systèmes touchés pour répondre à ces besoins. Et donc, il y a vécu de crise quand il y a un déséquilibre entre les deux, quand les personnes ressentent que les ressources pour pouvoir répondre aux besoins qui sont générés, aux besoins qui étaient peut-être déjà présents au moment où la crise survient. Voilà, merci pour le schéma. Au moment où la crise survient, et puis les besoins qui sont générés par l'événement, mais là, qui a effectivement un impact en termes de déséquilibre. Le vécu de crise va s'associer avec un vécu de rupture. Il va y avoir une discontinuité dans le temps. On est au quotidien dans une perception de continuité, a priori, dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est la suite d'hier et on projette que demain sera la suite d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. Le moment où la crise va survenir, eh bien, on remarque une rupture dans le temps. La crise va marquer un avant et un après. Ici, avec cette crise du corona, on l'entend, ça s'est même passé dans le jargon populaire, les blagues que l'on peut faire avant, le monde d'avant, où les gens étaient sans masque. Enfin, on voit vraiment qu'il y a là un avant et un après-crise. Il va y avoir toute une série de vécus dont on parlera certainement plus tard, de type aussi des deuils qui doivent être faits avec la crise. Enfin, voilà, il y a plein de notions qui vont être associées. Mais revenons d'abord à cette notion, donc la distinction entre l'événement et la crise. Si on considère cette distinction, ça a plusieurs impacts en fait. D'une part, a priori, sur base d'un événement, il n'est pas possible de prédire a priori si l'événement va faire crise, vu que tout dépend de l'impact que cet événement va avoir sur cette balance ressources-besoins au niveau individuel et au niveau des systèmes. Donc l'événement à lui seul n'est pas suffisant pour pouvoir prédire l'impact crise. Autrement dit, ce n'est qu'en allant à la rencontre des personnes touchées et des systèmes touchés, après qu'un événement se soit produit, qu'on peut appréhender et entendre si cet événement a généré une crise pour eux ou pas. Ce qui a d'autres implications, le fait que face à un même événement, différentes personnes ou différents systèmes ne vont pas avoir les mêmes impacts. Tout dépend toujours de cette balance qui pourrait être affectée par l'événement.
Et encore une autre implication, c'est qu'un événement en apparence mineur peut conduire à des impacts majeurs. Et à l'inverse, des événements en apparence plus spectaculaires qui, eux, peuvent ne pas conduire à des impacts majeurs. Je veux bien qu'on passe à un autre schéma où il y a voilà, les petites piles électriques. Pour illustrer ici ce que je raconte sur l'impact des crises sur la balance besoins-ressources, je vous propose une lecture simplifiée de nos vies. Imaginons que nos vies soient construites autour de 3 piliers. Un premier pilier qui est le pilier de la famille d'origine dont on provient, du couple qu'on construit et de la famille qu'on construit. Le premier pilier qu'on va donc appeler le pilier familial. Le deuxième pilier qui serait le pilier professionnel, qu'on soit étudiant, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit personne active au niveau de l'emploi, le pilier professionnel. Et le troisième pilier, le pilier social, où on va retrouver toute notre sphère de relations amicales, les hobbies, et également tout l'accès au secteur, aux services tertiaires. Au quotidien, donc, chaque pilier fonctionne à l'image d'une pile électrique rechargeable, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique là de donner et de recevoir en fonction des événements de vie qui se présentent dans chacun des piliers. Eh bien, on va soit extraire de l'énergie. Imaginez un repas avec des amis, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, ou on va investir de l'énergie pour répondre à des besoins qui pourraient se présenter. Et donc, au quotidien, on manœuvre en distribuant notre énergie en fonction de ces différents piliers pour répondre aux besoins et maintenir l'équilibre au niveau des piliers qui le nécessitent, tout en s'appuyant sur les ressources qu'on retire aussi de ces piliers. Illustrons ceci avec ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, le premier confinement qui était plus marquant en termes de découverte justement des impacts. Le confinement, il est venu mélanger les cartes, c'est-à-dire que le pilier professionnel et le pilier familial se sont juxtaposés dans un même espace-temps. Le pilier social, eh bien, le mode d'interaction avec ce pilier a complètement changé avec l'imposition du mode à distance et la distanciation sociale, et l'accès à des services de soins tertiaires ont été limités, voire interrompus. Et donc, au moment où les personnes vivent le confinement, eh bien, l'impact de cette réalité et de ces cartes qui se mélangent est différent pour chacun en fonction de ce dans quoi chacun était. Et donc, aujourd'hui, qu'on est un peu plus tard dans cette crise, j'imagine que vous l'avez déjà entendu autour de vous, que ce soit au travail ou dans votre sphère privée, il y a autant de vécus de confinement qu'il y a de personnes. Et pour certains, on va entendre que, je pense à un indépendant expatrié qui était arrivé depuis peu en Belgique, qui avait peu de réseau social au moment où le confinement arrive. Lui, son vécu du confinement, il est neutre. Finalement, ce confinement n'a pas réellement changé sa réalité. Il n'a pas expérimenté de changement majeur. Il travaillait déjà à domicile, il avait peu de contacts en Belgique et ses contacts avec ses proches étaient déjà à distance par Internet. Donc pour lui, le confinement, c'est une expérience neutre. Il y a des personnes qui donnent un écho positif, qui se disent, mais en fait, le confinement m'a été salutaire. J'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille. C'était terminé, là, de devoir courir partout, conduire les enfants. On pouvait prendre le temps le matin pour déjeuner. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. En plus, il a fait beau. J'ai pu passer du temps à développer des nouvelles choses dans le jardin. Et donc, on a des vécus salutaires. Et puis, on a les vécus critiques. Les personnes pour qui le confinement est venu marquer une rupture et un déséquilibre fort dans les ressources qui étaient accessibles pour pouvoir répondre aux besoins qui étaient générés. Il y a des personnes pour qui le confinement a généré des deuils plus ou moins forts en fonction de l'attachement que les personnes avaient à ce qui a été perdu. Je pense à ces jeunes qui avaient prévu de partir une année à l'étranger après leur réto. Eh bien, ce projet-là, il est perdu, il ne pourra plus être vécu. Les personnes qui avaient prévu une fête, je ne sais pas moi, pour fêter 30 ans, cet événement-là, il est perdu, il ne pourra plus être vécu. Et donc, plein de choses de cet ordre-là qui peuvent contribuer au fait que le vécu du confinement, finalement, était critique. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement,
je reviens à mon point ici majeur, distinguer l'événement de la crise qu'il va susciter, et le fait qu'il y ait crise dépend de cet équilibre, de cet impact sur la balance ressources-besoins qui est généré par la situation. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Très bien. Je reprends la main alors, Clara. OK. Moi, je voulais encore aborder deux choses. On verra si on a le temps de le faire dans le temps qui nous a imparti, mais je voulais peut-être quand même revenir sur quelques effets de cette crise Covid, mais je pense à partir desquels effets on peut aussi avoir un discours plus large sur ce que c'est qu'une crise à un niveau sociétal. Même si de ma mémoire personnelle, j'ai rarement vu une crise aussi forte et aussi chargée d'événements voilà, dans l'Occident post-Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, revenir sur quelques effets sociaux de cette crise Covid, à la fois à un niveau des usagers du système euh, d'aide et de soins, et puis aussi de revenir un peu sur les effets que ça a eu sur les organisations qui travaillent dans ce secteur de l'aide sociale et du soin de première ligne. Alors, peut-être d'abord revenir sur les effets en termes sociaux, donc au sens vraiment de la question sociale, c'est-à-dire sur les populations peut-être les plus précaires et d'essayer d'en tirer peut-être quelques conséquences. Euh, je vais y revenir en fait en passant par un témoignage dont vous avez peut-être vous-même pris connaissance. C'est le témoignage de Céline Nieuwenhuis, qui est donc la secrétaire générale de la FDSS, la Fédération des services sociaux, et qui a été en fait la seule personne représentante à la fois du secteur associatif, à la fois du secteur social et à la fois de, disons, des secteurs non marchands d'une façon générale dans le GIS, le GIS, je ne sais pas comment il faut le prononcer, ce groupe d'experts en charge de l'exit stratégie. Et donc, elle a fait un petit compte-rendu de son expérience dont je ressors quelques points qui sont importants parce qu'ils disent quand même quelque chose de la façon dont cette crise a été gérée, mais de la façon aussi dont on peut se questionner justement sur la façon dont une crise, de nouveau à un niveau social, a des conséquences en termes de prise de décision, de légitimité démocratique et ce genre de questions. Alors, un premier point qui ressort de son témoignage, c'est le fait que, vu de l'intérieur, dans ce groupe d'experts, selon elle, les relations qu'elle a avec le gouvernement fédéral montrent dès le début que une certaine vision des priorités est déjà assurée, est déjà là. Et cette vision des priorités, en fait, elle est centrée principalement sur le monde économique. Et elle est centrée sur le monde économique, pas peut-être uniquement du fait euh, de de l'identité de ce que sont les membres du gouvernement, mais aussi du fait du poids très important que fait peser sur ce gouvernement les lobbies économiques qui arrivent à orienter la décision politique. Et un deuxième point remarquable qui est lié à cette structuration de la prise de décision, c'est qu'elle se fait sur les mêmes bases, en quelque sorte, que, que les bases habituelles de la décision, c'est-à-dire que la question sociale, en tant que telle, la question de la pauvreté, la question des inégalités sociales, est en quelque sorte en bas de la hiérarchie. Donc, elle n'est pas plus à l'agenda politique pendant la crise, mais en fait, elle n'est pas plus à l'agenda politique pendant la crise qu'elle ne l'est avant la crise, et peut-être qu'elle ne le sera après. On verra bien ce qu'il en sera.
Et cette question sociale n'est pas à l'agenda, selon Céline Newenoise, également parce que justement, il n'y a pas de relais, il n'y a pas de pression politique sur le gouvernement qui permet de relayer efficacement les demandes du secteur. Et dernier point important par rapport à cette logique de la prise de décision politique, c'est le manque absolu pour le secteur social d'instruments de mesure qui permettraient de donner un sens à ce qui est en train de se produire. Pour qu'il y ait crise, on l'a déjà dit, il faut que on puisse visibiliser les différences, en quelque sorte, entre ce qui se passait avant et ce qui se passe après. Et la visibilisation des différences sur la question sociale, sur les effets sociaux de la crise, sont dans le cadre de ce groupe d'experts complètement invisibles parce que, d'une part, on n'a pas d'instrument de mesure et d'autre part, parce qu'aux yeux des décideurs, la pauvreté, les inégalités existaient déjà avant et qu'il est impossible en fait de montrer en quoi la crise est productrice de plus grandes inégalités ou de plus grande pauvreté. Et je reviens à ce que je disais précédemment sur l'exemple de l'affaire Dutroux. Ça montre qu'une crise, en fait, sa durée, son ampleur, les décisions qu'on prend pour en sortir, les scénarios de sortie qu'on élabore, sont aussi fonction de jeu d'acteurs. Ce n'est pas seulement une question de capacité ou de mobilisation de ressources, c'est aussi question de la capacité de produire des interprétations de ce qui est en train de se passer, d'attribuer des responsabilités et donc de proposer des voies de sortie. Donc, une crise, c'est un élément important, me semble-t-il, ce n'est pas un déroulé qui s'impose du fait d'une volonté complètement extérieure, des événements qui nous entraînent dans une suite de décisions. C'est la conjonction de fait d'événements imprévus, mais c'est la conjonction de ces événements imprévus avec des représentations, des discours sur ce qui est en train de nous arriver, et donc des possibilités de conflit sur les explications qu'on donne à ce qui est en train de nous arriver. Hein, on l'a bien vu, par exemple, autour de tout ce qui était de l'ordre du purement médical, où il y a eu tout un conflit sur la façon, pour savoir ce qu'était ce virus, comment le traiter, quelle était la meilleure façon de s'y attaquer. Et donc, une conjonction entre ces événements imprévus, des discours, des représentations, mais aussi des actions pour sortir de la crise, des politiques, en quelque sorte, qui sont mises en place pour essayer de résoudre ce déséquilibre. Et donc, ces politiques également peuvent avoir des couleurs différentes qui peuvent aller d'un essai de restauration de l'ordre qui a été perturbé jusqu'à quelque chose de l'ordre d'une révolution au sens sociologique du terme, c'est-à-dire un remplacement d'un ordre par un autre. Mais la résolution d'une crise, c'est toujours le retour à un ordre, quel qu'il soit, c'est-à-dire la restauration d'une hiérarchie entre différents éléments de la société. Un point important aussi de la résolution de cette crise, ou en tout cas du déroulé des décisions qui ont été prises pendant cette crise et des impacts que ça peut avoir sur les publics avec lesquels on est amené à travailler, c'est que quand on parle de crise, souvent il s'agit de plusieurs crises qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et les politiques menées pour résoudre la partie de la crise qui semble la plus importante, ou qui est amenée comme étant la plus importante, peut aussi provoquer des crises suivantes, subalternes, qui vont devoir être gérées également dans un monde complexe comme le nôtre, ou connecté, enfin, et connecté très, très fortement, qui lie très fortement des tas de secteurs de la société. On peut se dire, on peut être quasiment certain que, en fait, cette crise Covid va générer d'autres crises, et je pense vous êtes sans doute les premiers sur le terrain de ces crises futures, c'est-à-dire la crise sociale qui va en découler.
Alors, je voulais juste terminer par quelques éléments chiffrés peut-être pour montrer on commence justement à pouvoir mesurer quels sont les impacts de cette crise sur la question sociale. Et je pense que c'est très important d'en avoir conscience parce que on le voit arriver. Certaines politiques, certaines décisions politiques qui visaient à réduire en quelque sorte les effets de la crise sur son versant social sont en train d'être abandonnées, hein. Je pense par exemple au moratoire sur les expulsions. Bien, je pense que la crise Covid va bientôt se transformer en crise sociale et je voudrais juste vous donner quelques chiffres pour qu'on voit un peu l'ampleur de là où on en est pour le moment. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'aide alimentaire. Il y avait, avant la crise Covid, 450 000 personnes en Belgique qui avaient recours à l'aide alimentaire. En octobre 2020, ils étaient 600 000 personnes, donc une augmentation énorme de la demande et c'est sans doute pas fini. En 2020 aussi, 40% des travailleurs salariés, ça fait 1 400 000 personnes, ont été en chômage temporaire. Et pour 75% de ces personnes, le salaire de référence était compris entre 1 500 et 3 000 euros bruts. Encore deux autres chiffres juste pour montrer à quoi il faut s'attendre. 32% des étudiants, selon la FEF, des étudiants de l'enseignement supérieur donc, ont perdu leur job d'étudiant. Et en 2020, selon une enquête type enquête santé, 17% de la population disait avoir des difficultés à joindre les deux bouts et 10% de la population disait avoir vu son revenu diminuer par rapport à 2019. 6% s'attendaient à le voir diminuer encore en 2021. Donc voilà, simplement pour faire quelques petits... Je parlais de la nécessité d'avoir des instruments de mesure pour pouvoir porter notre parole par rapport aux effets de cette crise. Je pense que c'est très important de documenter et de construire des argumentaires justement pour pouvoir rentrer dans ce jeu d'acteurs et être en capacité de discuter, de mettre en débat les politiques qui sont mises en place par rapport à la sortie de crise, avec les guillemets qu'il faut ajouter à cette locution sortie de crise. Voilà, je m'arrête là. Je reprends la main. À mon tour, je voudrais parler maintenant des impacts de la crise et donc depuis cette position de la psychologie de crise. Clara, est-ce que je peux demander le schéma avec l'eau, s'il te plaît? Donc, je disais tout à l'heure, distinguer l'événement de ce qui fait crise. Et je vous disais en introduction que ça permet d'avoir une posture de prévention, donc d'aborder la crise dans une logique préventive. Et donc, l'événement, ce serait cette pierre qu'on lance dans l'eau. Que l'événement soit vécu individuellement ou collectivement, qu'il soit d'origine humaine ou d'origine naturelle, qu'il soit intentionnel ou accidentel, on remarque que vous l'avez certainement déjà tous fait l'expérience, quand vous jetez une pierre dans l'eau, il se passe plus ou moins toujours un peu la même chose. Il y a ces cercles qui vont apparaître et qui vont, voilà, on a une dynamique de cercle qui se répand. Alors bien sûr, l'impact de la pierre peut être différent. Si vous la lancez fort, pas fort, si elle est grosse, pas grosse. Mais une fois que la pierre a disparu, qu'est-ce qu'on voit? On voit ces impacts qui sont là. Et ça, c'est effectivement ce que nous permet de penser en fait la psychologie de crise. C'est qu'une fois que l'événement va être clos, on sait que la crise qu'il génère, elle va présenter des phases qui se succèdent dans le temps et qui sont similaires d'une crise à une autre. Ce qui nous permet d'être dans une anticipation et dans une position préventive. Le schéma suivant. Donc, le schéma suivant vous montre effectivement une ligne du temps avec une continuité interrompue. Clara, si tu veux bien passer juste le schéma suivant.
Excusez-moi, je n'ai pas la possibilité de partager ma présentation. Et donc, au niveau je voudrais vous parler de ces phases qui vont en fait se succéder, dans le temps et qui vont générer cette crise. Donc, les crises, retenons que quel que soit l'événement, elles vont avoir 3 phases qui vont se succéder et elles vont présenter des caractéristiques similaires. Une caractéristique des crises, et Jacques l'a soulevé également, c'est le fait que la crise, elle vient toujours révéler les failles d'un système. Des failles qui pouvaient être connues avant que l'événement se produise, et si elles étaient connues, elles étaient alors, on va dire, tolérées. Mais une fois que la crise se présente, les failles deviennent intolérables. Pour sortir de la crise Covid, vous donnez un autre exemple. Imaginons cette école primaire où le carrefour à l'abord de l'entrée de l'école est dangereux. Ça fait plusieurs fois que des parents ou des élèves ou des professeurs l'ont signalé. Mais ce jour-là, le petit Jérémy, il se fait renverser par une voiture et il décède des suites de cet accident. À partir du moment où cet accident a lieu, le collectif de parents, les parents créent un collectif, montent au front, envoient un courrier à la direction, interpellent la commune, interpellent la sécurité routière. Et donc là, ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable que nos enfants risquent leur vie en allant à l'école le matin. Et donc, ça dégage une énergie qui permet quoi? Qui permet exactement ce que Jacques expliquait tout à l'heure. Les crises sont mobilisatrices de changement. Et donc, quand on arrive à développer les ressources pour répondre aux besoins qui sont générés par les crises, on se rend compte en fait qu'on arrive on est dans des situations favorables où les crises sont effectivement exploitées du côté opportunité et non pas du côté danger, comme on le voyait dans le schéma d'introduction tout à l'heure avec le pictogramme chinois. Donc, ce sont vraiment 2 caractéristiques des crises, c'est de se dire qu'elles sont révélatrices des failles du système. Quand on arrive à écouter les failles qui sont révélées, les revendications, il y a comme un parler vrai, un parler juste qui émerge des personnes qui sont touchées par ces crises. Et quand on arrive à développer les ressources pertinentes pour y répondre, ça améliore, ça renforce les systèmes, ça donne l'impression aussi d'humaniser, de renforcer les liens entre les personnes des systèmes touchés. C'est fort de se dire, au moment où j'étais dans mes émotions les plus intenses, parce que quand on vit ce genre d'événements critiques, c'est évident que les émotions sont très aiguës, et de se dire, mais mon directeur a été à mon écoute et il a pu mettre ça en place pour moi, c'est quelque chose qui est ressenti comme étant très fort et qui a comme impact de relier, de resserrer les liens. Et c'est ce que, en tout cas, chez Crise Alliance, on dit, c'est la manière de pouvoir extraire le potentiel humain des crises. Et donc, cette importance avec le lien social qui est finalement au cœur de cette journée. J'aimerais voir le schéma avec les cercles qui s'entrecroisent, le schéma en noir et blanc. Et là, c'est un schéma qui vous présente, donc c'est un schéma qui vient de Jacques Ardoineau, le sociologue que vous connaissez sans doute, et qui découpe en fait toutes les couches de la société entre le niveau individuel jusqu'au niveau d'historicité. Et la crise, elle vient frapper tous ces niveaux-là. Je vais l'illustrer en reprenant cet exemple fictif de notre petit Jérémy qui se fait écraser devant son école. Au niveau individuel, le fait de penser la crise de manière préventive, c'est de dire, OK, ça c'est l'événement. Et donc, c'est d'essayer d'anticiper quels vont être les impacts de cette crise aux différents niveaux, en essayant d'identifier quels sont les besoins qu'on va voir apparaître dans les différents niveaux pour essayer d'anticiper, de coordonner une réponse à ces besoins. Au niveau individuel, eh bien, toutes les personnes qui sont concernées par cet événement, la sœur de Jérémy, son meilleur ami dans sa classe, son papa, son institutrice, le petit copain du club de foot. Quel impact est-ce que le décès de Jérémy va avoir sur ces personnes-là? Ou le petit Mathieu qui, lui, il y a un mois, a failli se faire renverser par une voiture lui aussi. Au niveau relationnel, ce sont toutes les relations entre 2 personnes, donc des relations de binôme, des relations spécifiques. Quel impact va avoir cet événement sur les relations entre les 2 parents de Jérémy, entre son père et le directeur, entre 2 copains de classe de Jérémy? Donc, il y a plein d'impacts qu'on peut imaginer entre toutes les relations, au niveau de chacune des relations qui existent. Au niveau des groupes,
Qu'en est-il pour la classe de Jérémy? Qu'en est-il pour les professeurs? Qu'en est-il pour son club de foot, pour le quartier, pour sa famille? Donc, on essaye d'appréhender tous les groupes qui peuvent être touchés par ce même événement. Le niveau organisationnel, dans mon exemple, on est au niveau de l'école. Donc, l'organisation, ici, c'est l'école. On peut s'interroger quel genre d'impact est-ce que l'école peut vivre d'avoir eu comme ça un enfant qui s'est fait écraser sur le passage Clouté juste devant les grilles de l'école. Au niveau institutionnel, là, on est au niveau de ceux qui rédigent les lois. Hein. On serait au niveau de la communauté française, on serait au niveau de la sécurité routière, etc. Quel impact est-ce que ça pourrait avoir, cet événement, dans ces strates-là? L'historicité, ce niveau nous rappelle que la crise survient toujours dans un contexte social et culturel et historique déterminé. Ce ne sera pas la même chose si cette crise, si cet événement avec Jérémy est un événement, je vais dire, unique, ou si la semaine dernière, dans l'école d'à côté, cette question-là a été soulevée parce qu'effectivement, il y a eu un problème aussi avec un car et qu'il y a presque eu un accident, etc. Donc, la résonance qui va être donnée à l'événement de Jérémy ne sera pas le même en fonction de l'historicité. Et donc, ce schéma nous invite... Jeremy zullen niet historisch altijd hetzelfde worden aangepakt. Dus eens het evenement zich cible qui pourrait vivre des impacts de l'événement. Dans une position a priori, on ne sait pas si on ne sait pas dire quels besoins vont réellement être vécus. On a besoin d'aller à la rencontre de ce public cible pour pouvoir être à son écoute et voir effectivement quels sont les besoins qui ont émergé. Et ça permet de penser l'intervention qui va être nécessaire, qui va être utile, les ressources à développer pour chacun des publics cibles. Ça, c'est au niveau, je dirais, une lecture peut-être plus sociale de la crise. Le schéma suivant, si vous voulez bien le passer, nous donne un aperçu des phases ici dont je parlais tout à l'heure, hein, les 3 phases qui vont se succéder une fois que l'événement est clos. Une fois que l'événement est clos, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc la première phase, c'est la phase d'impact. La phase d'impact, c'est le moment où les personnes vont prendre conscience qu'il y a un danger. Qu'effectivement, la vie est mise en question, il y a un danger pour soi ou pour des proches. Et cette phase-là génère automatiquement le besoin d'être mis en sécurité, d'être protégé, d'être sauvé, soi et ses proches. Rappelez-vous, ici, dans cette crise particulière du Covid, où finalement, l'événement, comme Jacques le disait, c'est la circulation d'un virus qui génère des blessures, qui génère la mort, qui génère l'anxiété. Eh bien, il y a eu un moment donné qui était différent chez chacun, où on s'est dit « Ah oui, en fait, c'est grave ce qui se passe ». Et ce moment de prise de conscience a été différent pour chacun, mais en tout cas, moi, je me rappelle très clairement au moment où moi, ça m'est arrivé et le moment où j'avais des proches qui avaient déjà eu cette prise de conscience-là, et j'étais encore à me dire « Mais est-ce que ils ont l'air d'un peu surréagir à la situation ?» Là, je ne comprenais pas jusqu'au moment où cette phase d'impact est arrivée. La phase d'impact nous crée aussi le besoin d'informations fiables et des informations qui vont nous permettre d'évaluer le moment où le danger va être clos. Et ça va nous faire passer à la phase suivante, qui est la phase réaction. La phase réaction, c'est le moment où les blessés sont pris en charge, le moment où les émotions vont s'exprimer, vont se partager. C'est le moment où on a besoin d'être soutenu, d'être accompagné, d'être reconnu. Mais reconnu dans sa singularité, dans son vécu à soi. En quoi est-ce que l'événement vient vraiment me bouleverser, moi, dans ma balance personnelle, besoin-ressources. Et ensuite, la phase d'intégration, qui est cette phase qu'on entend aujourd'hui, et j'aime beaucoup quand Jacques, tu mettais en parallèle ce premier mouvement de cette crise est une opportunité de faire changer les choses, avec ce qu'on ressent aujourd'hui, qui est vivement le retour à la vie normale, et vite, faisons tout pour revenir à la vie d'avant. Ça, c'est la phase d'intégration où on met du sens, on comprend, on réfléchit pourquoi c'est arrivé, pourquoi nous. On a des stratégies où on se dit, ben voilà, on retire l'expérience de ce qui s'est passé pour se sentir mieux protégé pour une prochaine fois. Et on a envie de revenir à une vie, à un cours de vie plus normal, où la crise n'est plus à l'avant-plan, mais que voilà, un nouvel équilibre a émergé. Bien sûr, la vie normale, c'est pas la vie d'avant.
Hein, ce ne sera jamais la vie comme avant, mais besoin de sentir que la crise n'est plus à l'avant-plan. Et dans ce schéma, et on parle bien de vécu subjectif, les rythmes sont différents. Les rythmes sont différents. C'est pour ça qu'on parle de vécu subjectif. Et aujourd'hui, on le sent avec cette crise. Aujourd'hui, des personnes qui peuvent ressentir que le danger est écarté, pour plein de raisons, parce qu'on a été vacciné, parce que j'ai intégré que je ne suis pas dans les critères dans le public le plus à risque avec ce virus, etc. Et donc, on sent que les personnes en sont à différents niveaux. Aujourd'hui, des personnes qui sont beaucoup plus déjà dans la phase d'intégration de cette volonté de retour à la vie d'avant, là où d'autres ne le sont pas encore. Et donc, d'où l'importance pour nos politiques d'avoir une vision phase par phase et de continuer à maintenir des ressources sur le terrain pour accompagner les personnes dans la phase où elles se trouvent. Voilà. Je repasse la... Merci. Clara, je vois qu'il est déjà presque 10h50, donc je vais... On prend encore un peu de temps ou c'est toi la chef? Oui, normalement, c'était jusqu'à 10h50, mais bah voilà, si vous savez clôturer. Ok, je vais essayer de dire ce que je voulais encore dire en 3 minutes. En fait, je voulais un peu m'arrêter sur la façon dont cette crise avait eu des répercussions sur les travailleurs et sur le travail social de façon générale. Et ça, je le fais à partir de rencontres que la Ligue de santé mentale a organisées, des intervisions en fait entre travailleurs auxquelles j'ai participé ces dernières semaines. Et alors, je vais aller très vite. Je vais juste mettre en évidence quelques constats partagés par les travailleurs qui étaient présents. Travailleurs, travailleuses, évidemment, j'utilise travailleurs comme un neutre. Et je voudrais donc revenir sur ces quelques constats et puis en tirer quelques conclusions. Alors, 3-4 constats vraiment rapidement, mais qui sont assez intéressants. C'est d'une part le constat de l'impuissance des travailleurs sociaux qui s'est retrouvé partagé par un très très grand nombre de travailleurs. Donc l'idée que le travail social était en fait empêché, que le travail social perdait son sens ou était amputé d'une partie de son sens, notamment dans le manque de relations qui était permis pendant ce moment de crise, que ce soit avec les collègues, avec les ressources informelles, avec les services publics. Et ce qui est important peut-être dans cette impuissance, c'est la façon dont elle génère aussi, elle a généré, mais elle continue à générer, je pense, un sentiment de culpabilité auprès des travailleurs, c'est-à-dire un sentiment de ne pas faire bien, de ne pas faire assez, de ne pas faire tout court pour certains. Et un autre constat important qui est lié à ce sentiment d'impuissance, je pense, c'est le fait que en fait, cette crise a provoqué une atomisation des services. On a vraiment assisté à une séparation, un clivage entre l'ensemble des services et à l'intérieur des services, une atomisation entre les travailleurs. Atomisation qui a des conséquences importantes, par exemple, en termes de traitement des situations. C'est-à-dire qu'on a assisté, en tout cas beaucoup de travailleurs en parlent, à une perte de repères communs pour le traitement des situations, donc à des situations qui étaient gérées au coup par coup, de façon particulière. Et ce qui est derrière, c'est la perte d'une partie, en partie en tout cas, d'un certain principe de justice partagé dans le travail qui est réalisé. Dernier constat, je vous avais dit que j'irais vite, donc voilà. Dernier constat, c'est que dans ce contexte de déliaison, de mutilation du travail social, les organisations, les services ont eu tendance aussi à se rigidifier, se raidir autour de 3 choses. D'une part, autour de la prise de décision. La hiérarchie s'est fait sentir de façon beaucoup plus forte. Il y a eu beaucoup moins de discussions, de débats, de réunions d'équipe. Voilà. Donc, tous ces lieux qui permettent
une horizontalité de la décision. Ça s'est réduit aussi autour du métier, c'est-à-dire que dans le contexte des liaisons également, le travail social a souvent été réduit à sa dimension technique, d'accompagnement administratif, de rappel des règles, ce genre de choses. Et donc tout l'aspect informel a été mis de côté, tout l'aspect d'accueil aussi, tout l'aspect d'attention a été mis de côté. Et puis, raidissement aussi dans la réactivation ou l'activation de certaines frontières, de certaines limites, des limites d'intervention selon les secteurs, selon les publics, selon les problématiques qui sont apparues de façon plus forte. Alors, de ces différents constats, il y en a d'autres, mais on pourra y revenir à d'autres moments peut-être. De ces différents constats, il me semble qu'il y a deux choses, enfin, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. C'est d'une part que ça montre que cette crise, mais comme toutes les crises en fait, a des effets très importants sur la question de la légitimité, c'est-à-dire sur la question des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. C'est-à-dire ça pose des questions sur du type de est-ce qu'on fait bien ce qu'on devrait faire? Quelle est la base de notre action? Est-ce que c'est la hiérarchie? Est-ce que ce sont les missions qu'on nous donne? Est-ce que ce sont les usagers? À qui est-ce que nous devons rendre des comptes? Sur quels critères de jugement? Qui décide in fine? On a vu ici de nouveau que dans bien des organisations, c'est en tout cas celles liées à la santé, c'est les médecins qui ont repris le dessus de la hiérarchie, qui ont repris le pouvoir sur une série de décisions. Et donc, cette crise interroge la question de la légitimité. Mais l'autre point important, peut-être, pour aller vite, hein, je suis un peu brouillon, mais j'essaie de dire ce que j'ai à dire en pas trop de temps. C'est il me semble que la crise a montré aussi, Françoise le disait, la crise, ça révèle les failles, ça montre ce qui ne fonctionne pas. Cette crise, elle a mis aussi en évidence ce dont on a manqué en termes d'intervention sociale. Et principalement, ce dont on a manqué, je pense, c'est évidemment ce qui va à l'encontre de ce que je viens de dire, on a manqué du collectif. Hein. Un travailleur disait, on a l'impression de ne plus faire partie du même truc, mais de fait, on a manqué de collectif à plusieurs niveaux, et à plusieurs niveaux importants, me semble-t-il. Un collectif pour construire des appuis, mais aussi pour négocier les limites, pour négocier ces fameux principes de justice dont je parlais. Un collectif pour débattre, pour mettre en question les situations nouvelles. Quand je dis en question, c'est question avec S, hein, pour savoir ce qui nous arrive, en fait, décider collectivement ce qui nous arrive. Donc, du collectif pour construire du sens, et puis un collectif pour décider démocratiquement ce qu'il faut faire, y compris à l'intérieur des services, c'est-à-dire décider en partageant les compétences professionnelles pour savoir ce qu'il a lieu de faire dans chacune des situations auxquelles on est confronté. Et donc, ça montre bien que cette crise, et c'est en lien direct avec le titre, cette crise, c'est une crise du lien, mais comme toutes les crises sont une crise du lien. À ceci près que cette crise-ci, c'est aussi une crise de la coprésence, c'est-à-dire le fait de pouvoir construire le lien réellement. Ici, on a bien vu à quel point on était empêché du fait de la déliaison. Et enfin, je voudrais quand même terminer par un point qui est de dire qui peut être à la fois négatif et positif, c'est que cette crise est aussi une crise de notre capacité en tant que secteur de nous représenter à nous-mêmes. On a aussi été en déficit, je pense, de pouvoir nous montrer à nous-mêmes à quel point on était capable d'être créatif, d'être réactif,
d'inventer, de pouvoir aussi transgresser les marges, transgresser les règles ou jouer aux marges quand c'était utile pour le profit des bénéficiaires, des usagers. Et donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de notre capacité de nous construire comme secteur et d'être actif. Et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les jeux d'acteurs. Je pense que c'est vraiment important que nous nous constituions en secteur fort et capable de porter tout le positif dont on est capable aussi. Voilà, j'arrête là pour ne pas prendre trop de temps. Un petit mot de clôture à mon niveau. Je terminerai juste sur cette posture d'intervention. À partir du moment où on se positionne de manière préventive, d'y aller pas à pas, quelle que soit la crise, quel que soit l'événement, quelle que soit la crise, aller pas à pas, prendre le temps d'anticiper, d'analyser les choses par groupe cible, de prendre le temps d'analyser les besoins et de donner les ressources, parce que quand on fait comme ça, on se rend compte en fait que la plupart des personnes s'en sortent bien des crises. Quand un événement se déclenche, directement parler de quels vont être les impacts psychologiques à long terme, il y a quelque chose qui sonne faux à ce moment-là parce qu'on ne le sait pas. Mettons plutôt toute l'énergie à donner les ressources nécessaires pour que les transitions se fassent de manière fluide. Et concrètement ici, pour cette crise-ci, accompagner la sortie de crise pour les institutions et les organisations, pour contribuer à résoudre ce challenge de on voulait changer le monde et puis on veut retourner à la vie d'avant et en même temps on ne veut pas perdre les acquis qu'on a découverts et qui peuvent être enrichissants. Que ce soit en famille, que ce soit au travail, le temps de pouvoir proposer un bilan en 2 temps, un bilan sur, on se dit qu'est-ce qui a été perdu à cause de cette crise? Quelles sont ces choses qui ne pourront plus être vécues? Et posons-nous la question de s'il y a encore des rituels à poser. Va-t-on écrire un courrier à ce partenaire pour le remercier pour toutes les préparations de ce colloque, mais qui ne pourra donc jamais avoir lieu? Et alors, on envoie un courrier pour clore. Voilà, donc posons les rituels qu'il faut pour bien nommer le fait qu'il y a des choses qui sont perdues et qui ne reviendront pas, et pas faire comme si c'était tombé aux oubliettes. Non, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont concernées. Et posons-nous la question de quels sont les changements que nous avons dû mettre en place pendant cette période particulière au niveau de nos relations, au niveau du contenu de nos activités, au niveau de nos modes de travail. Et parmi ces changements, y a-t-il des choses qu'on se dit oh, ça, plus jamais, vivement qu'on n'en ait plus besoin et qu'on retourne à ce qu'on avait avant? Mais y a-t-il des choses où on se dit tiens, mais en fait, ça, c'était quand même pas mal. Cette notion-là, ça a quand même donné des bons résultats. Et de se dire alors, est-ce que ça vaudrait la peine de le pérenniser comme étant une bonne pratique? Et en faisant ce travail ensemble avec les personnes concernées, c'est une manière de pouvoir proposer une transition qui va sonner plus juste et qui va être différente d'un retour à la vie d'avant, parlons plutôt d'un retour à une vie sans contraintes sanitaires.